Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à l'écoute des années décisives, l'émission qui décrypte les mutations à l'œuvre dans le monde et la société et qui réfléchit à la meilleure façon d'y faire face. Comme vous le savez certainement, dans 2 jours, le 6 juin très exactement, Emmanuel Macron prendra la parole pour commémorer le débarquement allié en Normandie, mais aussi, comme il a lui-même annoncé, pour évoquer la situation internationale et bien sûr la guerre en Ukraine. Cette intervention présidentielle mêlera donc ainsi le temps long et l'actualité la plus brûlante et bien sûr la plus inquiétante car elle se déroule dans une séquence particulière du conflit russo-ukrainien, marquée par la crainte d'un effondrement des défenses ukrainiennes et par un risque d'escalade, voire d'engrenage pouvant mener à rien moins qu'au déclenchement d'une troisième guerre mondiale sur le sol européen. Depuis quelques semaines, nous avons en effet le sentiment d'une certaine fébrilité et d'une accélération des événements. Le président de la République annonçait ainsi qu'il songeait à envoyer des militaires français au sol, et voici quelques jours, il plaidait pour que les forces armées ukrainiennes soient autorisées à frapper le sol russe avec des armes et des missiles français et occidentaux. Et aujourd'hui, en guise de réponse, le Kremlin annonçait que, bien sûr, il ne s'interdirait pas, dans cette hypothèse, de prendre pour cible les militaires français présents en Ukraine. Ces déclarations réciproques font évidemment craindre que le conflit ukrainien ne change totalement de nature et d'échelle, puisqu'il mettrait directement aux prises les forces armées russes et des forces armées de l'OTAN, voyant ainsi un conflit régional, peu ou prou régional, devenir de facto une guerre mondiale. L'hypothèse semble complètement folle, mais le propre des guerres mondiales est justement d'être des folies. Dans son magistral livre de mémoire, l'écrivain Stefan Zweig notait de façon saisissante à propos de la guerre de 1914 : aujourd'hui, quand on réfléchit posément, on se demande pourquoi l'Europe est entrée en guerre en 1914 et on ne trouve pas la moindre raison de nature rationnelle, ni même de prétexte. Du coup, on en vient à se demander si plutôt que de commémorer le débarquement de 1944, il ne faudrait pas plutôt se souvenir de l'été 14 et du suicide européen qui a suivi. Une chose est certaine, il est nécessaire de poser sur le conflit russo-ukrainien actuel un regard rationnel et dépassionné, un regard moins partial. C'est ce que nous allons faire ce soir en compagnie d'Éric Densey. Éric Densey est docteur en sciences politiques, ancien analyste des services de renseignement français. Il dirige le Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, qui réfléchit aux questions de renseignement, mais pas seulement, car au-delà, il utilise les méthodes d'analyse des services de renseignement pour décrypter les enjeux et les défis contemporains. Il a récemment dirigé un ouvrage collectif justement consacré au conflit russo-ukrainien. Cet ouvrage est titré La guerre russo-ukrainienne et sous-titré Réalité et enseignement. Éric Densey, bonsoir. Bonsoir, Christophe Blanc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Partagez-vous nos inquiétudes quant à un possible basculement du conflit ukrainien dans une forme de guerre mondiale à moyen ou long terme? Oui, malheureusement, on voit que les choses se sont littéralement inversées depuis à peu près un mois. Il faut rappeler que il y a encore un mois, on avait vu les progressions russes avancer, le grignotage du terrain se réaliser, et petit à petit, le début de l'effondrement de l'armée ukrainienne. On se souvient que, bien sûr, les Occidentaux reconnaissaient qu'ils n'arrivaient pas à livrer suffisamment de munitions. Les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'arrivaient pas à mobiliser. Donc, on se disait, on va probablement vers une négociation, vers une issue rapide de ce conflit. Et puis, brusque revirement de situation. Les Américains, euh, après que Blinken soit venu à Paris et déclaré qu'il n'était pas question que les Ukrainiens mènent des opérations ou tirent sur le territoire russe, eh bien les Américains, à l'occasion d'un sommet de l'OTAN, ont changé de position. Et comme d'habitude, ce sont d'abord les Européens qui ont manifesté comment dire, cette volonté américaine avant que Washington ne se prononce. Et on a vu depuis malheureusement 3 semaines se succéder des déclarations des uns et des autres, avec des États plus bellicistes que d'autres, le Royaume-Uni en particulier, suivi de la France et de la Pologne. Voilà, et tout le monde aujourd'hui considère qu'il serait normal que les Ukrainiens tirent sur les territoires russes, qu'il serait normal que les armes qu'on leur a livrées puissent frapper l'intérieur, comment dire, les bases, pardon, dont partent les offensives ou les tirs de missiles russes. Et il y a un véritable problème qui se pose parce que ce qui peut paraître normal dans un conflit classique, effectivement, pourquoi est-ce que les Ukrainiens qui sont militairement attaqués ne pourraient pas réagir contre le territoire russe? On oublie 2 choses. La première, c'est que la Russie est une puissance nucléaire, donc s'en prendre à un État nucléaire, c'est
prendre énormément de risques. Et puis la seconde, c'est qu'il y a un accord, même s'il est non dit, entre les Américains et les Russes pour qu'il n'y ait pas d'extension du conflit. Et nous sommes en train de bafouer cet accord. Oui, et puis pour préciser, les Ukrainiens ont bien le droit de frapper le territoire russe, mais avec des armes de fabrication ukrainienne, pas avec des armes occidentales. Oui, alors, mais effectivement, c'est ce qui a été décidé. Hein, mais si on prend une position d'observateur neutre, si nous nous trouvions, nous Français, dans la situation des Ukrainiens agressés par un voisin, je pense que nous ferions flèche de tout bois. Mais le problème aujourd'hui pour les Ukrainiens, il est double. D'abord, c'est qu'ils ont en face d'eux une puissance nucléaire, donc on ne peut pas se comporter avec une puissance nucléaire comme avec une puissance classique. Puis ne jamais oublier, et on en reviendra sûrement, vu qu'ils sont largement co-responsables de ce conflit, donc il serait malvenu pour eux de générer un nouvel engrenage. Alors justement, vous venez de parler de la nécessité, de parler des racines de ce conflit, car depuis son déclenchement, enfin depuis le déclenchement de l'opération spéciale décidée par Vladimir Poutine, on a un peu le sentiment qu'on voudrait que tout commence ce jour-là et qu'on ne mette pas cette intervention en perspective. Et donc, commençons par là, peut-être remettre en perspective, que se passe-t-il réellement en Ukraine? S'agit-il réellement seulement d'un conflit régional? Les provinces du Donbass sont-elles le seul enjeu? Ou tout cela s'inscrit-il déjà dans une forme de grand jeu qu'il faut décrypter pour comprendre ce dont la guerre en Ukraine est réellement le nom? Écoutez, vous avez raison de soulever ce problème. Je crois qu'il faut en revenir aux faits et non pas au narratif que l'on nous sert depuis 2022 avec les spin doctors américains et de Kiev. Tout a commencé en 1990, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Dès la fin de la guerre froide, lorsque le pacte de Varsovie a été dissous, il faut rappeler que les soviétiques se sont comportés d'une manière tout à fait correcte. Ils ont rapatrié leurs forces de tous les pays des pactes de Varsovie. Ils ont donné l'indépendance à un certain nombre de républiques pour créer la Fédération de Russie. Ils ont pu rapatrier toutes leurs armes nucléaires sur les territoires russes sans qu'il y ait la moindre prolifération. Ils ont ensuite ouvert leur pays à des réformes. On sait le chaos économique que ça a été, mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'était quasiment l'ambassade américaine à Moscou qui faisait la politique économique. Il y avait des représentants du FBI dans la milice, il y avait des représentants militaires à travers notamment le traité ciel ouvert qui sont allés faire des inspections sur le territoire russe. Il y avait vraiment une véritable volonté d'ouverture de la part de la Russie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dès lors que le pacte de Varsovie était dissous, il eût été tout à fait légitime, normal et nécessaire de dissoudre l'OTAN qui n'avait plus aucune raison d'exister puisque l'OTAN avait été créée en réponse à une menace soviétique. Donc, à partir de ce moment-là, les Américains ont décidé, eux, de continuer à faire vivre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord parce que c'est un instrument essentiel pour leur hégémonie et ont systématiquement menti aux Russes après avoir pris des accords qui sont maintenant bien documentés en disant que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Ils ont systématiquement fait en sorte que tous les pays d'Europe centrale et orientale, ou presque, rejoignent l'OTAN. Puis, progressivement, ils ont, comment dire, opposé des fins de non-recevoir à toutes les propositions russes, notamment lorsque Vladimir Poutine avait demandé à entrer dans l'OTAN, et puis lorsqu'il a commencé à prévenir que cette extension de l'OTAN pourrait conduire à quelque chose de problématique. Encore une fois, ces déclarations et sa volonté ont été balayées d'un revers de main. Les Américains sont allés jusqu'à installer des missiles en Roumanie et en Pologne, des missiles balistiques, soi-disant pour protéger l'Europe d'une offensive Iranien. voilà, de tirs de missiles iraniens, alors qu'en réalité, ils implantaient des missiles qui pouvaient frapper Moscou à moins de 9 minutes de temps de vol de la capitale russe. Donc, finalement, si on regarde encore une fois objectivement les choses, il ne s'agit pas d'être ni pro-russe, ni anti-russe, ni pro-américain, ni anti-américain. Depuis 30 ans, nous n'avons cessé de bafouer et d'humilier les Russes, de leur mentir, de ne pas tenir nos engagements. Et jusqu'en 2014, où les Occidentaux ont organisé un véritable coup d'État. Alors, quand on dit les Occidentaux, c'est tout simplement les Américains, les Européens fermant les yeux ou acquiesçant de manière très servile, en renversant un président démocratiquement élu, Yanukovych, qui s'apprêtait à signer un accord économique important avec la Russie. Bien évidemment, les Américains n'étaient absolument pas d'accord avec ça, donc il a été renversé. Et puis à partir de ce moment-là, on voit les choses dériver.
Le régime de Kiev qui se met en place se comporte de manière tout à fait non démocratique. Il interdit l'usage de leur langue aux populations du Donbass. Celles-ci demandent un statut d'autonomie, il leur refuse. Et alors qu'elles commencent à s'insurger, eh bien, il décide de résoudre le problème par la force, qui est contraire aux règles de la Charte des Nations Unies. Et ça a créé la guerre civile. Et suite à ça, ben, malheureusement, l'OTAN est venu renforcer l'armée ukrainienne. Et ça n'a été qu'une menace plus importante pour les Russes, qui ont toujours prévenu que l'OTAN à leurs frontières était pour eux une menace existentielle. Les Américains n'en ont jamais tenu compte. Je crois que si on peut prendre une métaphore, je crois qu'il faudrait dire que feraient les Américains si demain les Chinois installaient une base de missiles et des régiments de l'armée populaire de libération au Mexique ou au Canada. Il est bien évident que dans les semaines qui suivent, les Américains déclencheraient une offensive. Donc on ne reconnaît pas ce droit aux Russes. Et finalement, ce conflit, il commence en 1990, il s'enclenche encore plus en 2014. On veut nous faire croire qu'il a commencé en 2022 et que ce sont les Russes qui en sont responsables. Alors oui, les Russes ont agressé leurs voisins, mais pour assurer leur sécurité. Ils ont bafoué le droit international d'une certaine manière, c'est indéniable, mais personne n'a déclenché de sanctions lorsque les Américains en 2003 sont passés outre les déclarations, enfin les résolutions de l'ONU, ont bafoué le droit international pour envahir l'Irak et faire un nombre de morts absolument incommensurable, en tout cas largement supérieur à ce que font les Russes en Ukraine, et surtout en permettant la création de Daesh et qui a déclenché des frappes sur notre territoire. Donc on est sur le deux poids, deux mesures et un mensonge éhonté sur les origines de ce conflit. Alors, puisque nous sommes dans le temps long, pourquoi ne pas aller encore plus en arrière et évoquer cette sorte d'invariant de la politique anglo-saxonne et des forces dites thalassocratiques, qui est d'empêcher la constitution d'un continent européen, eurasiatique, apaisé, ayant, non pas forcément sous la forme d'un empire, bien entendu, mais sous la forme d'une vaste zone de calme et de prospérité. Est-ce que finalement on ne paye pas aussi cette vision souterraine qui continue à exister dans la tête des dirigeants et des stratèges américains? On parle beaucoup de nouvel ordre mondial, de monde, de paix éternelle, mais en réalité, dans l'esprit de ceux qui prononcent ces mots, il y a aussi cette volonté de diviser pour régner et d'empêcher l'émergence de cet espace. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça fait partie Oui, non, du non, mais tableau? c'est une des explications. Bien sûr, il y a toutes ces théories géopolitiques sur le Heartland et le Rimland, mais il ne faut pas non plus ne voir que elles donnent un certain nombre d'explications. Mais je crois, comme vous le disiez aussi, il faut voir les politiques traditionnelles des puissances anglo-saxonnes thalassocratiques. Il faut rappeler qu'il y a un très très fort sentiment anti-russe, très atavique chez les Britanniques, qui remonte à la deuxième moitié du 19e siècle, lorsque les rivalités coloniales ont émergé, la lutte entre l'empire tsariste voulant accéder aux mers chaudes et l'empire britannique voulant protéger l'empire des Indes et le Moyen-Orient a été très fort. Donc l'antagonisme russo-britannique est vraiment né dans ces années-là. Il n'a cessé de se renforcer avec l'apparition du bolchevisme et du communisme. Et puis finalement, d'une certaine manière, les Américains ont pris la relève de l'Empire britannique. Bien sûr, il y a eu cette période de guerre froide dans laquelle l'Union soviétique représentait une vraie menace pour nous, pour des Occidentaux, mais les choses ne sont plus les mêmes depuis 1990. Par contre, les Américains considèrent depuis cette fin des années depuis la fin du XXe siècle, que l'histoire leur a donné raison, qu'ils sont la puissance dominante, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ne supportent absolument aucune opposition, et qu'il faut démembrer la Russie pour s'en attribuer les richesses dans la perspective d'un probable conflit avec la Chine. Donc nous avons affaire à une vision néoconservatrice extrêmement unilatérale de la part des Américains, dont on doit dire d'ailleurs que les leaders actuels qui entourent Joe Biden sont à deux doigts, à mon sens, de tomber dans une espèce de folie douce sur le sujet. Alors pour reposer la même question, mais de façon un petit peu plus claire et brutale, à l'évidence, pour les dirigeants américains, et notamment les néoconservateurs, mais enfin qui ont pris le pouvoir indépendamment des partis démocrates ou républicains, avec peut-être une exception pour Trump depuis une trentaine d'années, la réconciliation, la fin de la guerre froide en Europe et la possible réconciliation de l'Europe dite de l'Ouest et de la Russie, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ah ben non, en aucun cas. Puis je crois qu'il faut rappeler un second élément, c'est qu'il y a eu le Brexit.
En quoi est-ce que le Brexit est important? Tant que la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, il y avait un cheval de Troie anglo-saxon au sein de l'Union. Et avec le Brexit, qui, rappelons-le, était quelque chose que ne souhaitaient ni les élites britanniques, d'ailleurs ni les Américains, le Royaume-Uni s'est trouvé assez rapidement hors de l'Union européenne. Et la crainte des Américains, c'était de voir une Europe franco-allemande devenir beaucoup plus autonome d'eux que ne l'était l'Union européenne avec les Britanniques. Et cette Europe sous direction franco-allemande aurait pu pourrait se rapprocher de la Russie, et c'est quelque chose que ne souhaitaient absolument pas les Américains. Donc finalement, il y a deux objectifs à leur guerre en Ukraine. Le premier, qui est un échec patent, c'était affaiblir la Russie. Et là, on peut dire qu'il y a eu des erreurs d'analyse de la part des stratèges américains, et on voit bien que leur politique ne mène strictement à rien et qu'elle est totalement, c'est un échec total. En revanche, le second objectif de leur stratégie, qui était finalement l'asservissement de l'Europe, comment dire, la réactivation de l'OTAN et la reprise de contrôle du vieux continent, est un succès total, puisque toutes nos démocraties occidentales se sont littéralement couchées. Et finalement, deux pays sont plus touchés que d'autres, la France bien sûr, mais l'Allemagne encore plus que nous, puisque les Allemands connaissent une crise extrêmement grave. Ils se sont littéralement, je dirais, couchés devant les Américains en fermant les yeux sur le sabotage de Nord Stream 2 et en étant aujourd'hui les premiers défenseurs des fausses théories que cherche à faire circuler la CIA sur sa non-responsabilité dans cette affaire. Alors justement, c'est quand même un tableau extrêmement étrange à observer. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique poursuivent leurs objectifs stratégiques avec détermination, on le comprend bien. Mais comment explique-t-on que les élites européennes elles-mêmes et de différents pays jouent à ce point contre leurs propres intérêts? Avez-vous une clé d'analyse pour éclaircir ce mystère? Oui, alors j'ai une clé d'analyse. Il faut remonter pareil à la guerre froide, puisque depuis très longtemps, à l'exception principalement de la France et de la Grande-Bretagne, la grande majorité des pays européens ne prenaient pas leur destin en main sur un plan de politique militaire et de politique étrangère. Ils comptaient vraiment sur Washington pour comment dire, pour les défendre contre la menace russe. Et d'ailleurs, encore une fois, à part la France et la Grande-Bretagne, on ne peut pas dire que les pays européens avaient une politique étrangère ou ni une politique d'intervention dans le reste du monde autre que de nature commerciale. Et ce qui se passe malheureusement aujourd'hui, c'est que petit à petit, eh bien, d'abord la Grande-Bretagne a toujours fait le jeu des États-Unis, mais la France se retrouve, elle aussi, finalement, comme les autres États européens. Nous ne connaissons plus la troisième voie et la politique indépendante du général de Gaulle. Nous sommes à notre tour totalement alignés. Et j'ajouterai à ça que toutes les élites européennes, ou presque, sont passées par des formations ou des séjours aux États-Unis. On parle souvent des Young Leaders, mais ce ne sont pas les seules structures. Et donc, il y a une espèce de pensée commune qui s'est mise en place. On se demande parfois si ce n'est pas une lobotomisation des esprits. Je crois aussi qu'il y a des moyens de pression qui sont assez forts. Alors, des moyens de pression classiques. Nos économies sont très interdépendantes et notamment, nous sommes très, très liés à l'économie américaine. Et je ne vois pas un chef d'État aujourd'hui se dire je prends une position opposée à celle de Washington parce que des sanctions, ou en tout cas des ripostes, auraient lieu immédiatement. Et puis, je n'écarte pas un autre élément, c'est que les Américains, avec la NSA notamment, ont une connaissance extrêmement précise de tous les flux de données qui circulent dans le monde, et notamment des flux bancaires. Et je crois qu'ils connaissent assez bien le patrimoine, y compris le patrimoine caché, s'il y en a, d'un certain nombre de nos leaders européens. Donc ils ont de toute façon aussi des moyens de pression personnelle sur eux, quand les leaders européens sont d'ailleurs pas eux-mêmes convaincus que ce que font les États-Unis est une bonne chose. Voilà, c'est ça qui est assez affligeant dans la période actuelle. Oui, parce que enfin, il- je me souviens que lors de la Seconde Guerre d'Irak, la France était quand même encore capable de dire non aux États-Unis, d'affirmer une voix singulière sur la scène internationale, une voix qui convient d'ailleurs à son histoire séculière. Il y a encore peu de temps, je lisais un discours d'Emmanuel Macron qui expliquait que la France, le rôle de la France, c'était d'être une puissance d'équilibre et d'harmonie dans le monde. Euh, la bascule est totale.
Oui, mais la bascule a été très progressive. Vous avez raison de parler de notre opposition à la guerre d'Irak en 2003, mais il y a un élément qui est peu connu et qu'il ne faut pas oublier, c'est que quasiment 6 mois après le discours de Dominique de Villepin devant l'Assemblée générale des Nations unies, Jacques Chirac a pris peur. Il a considéré que nous étions allés trop loin contre les Américains. Il a craint des ripostes. Vous vous souvenez que Condoleezza Rice disait il faut punir la France. Il y a eu l'histoire des French fries, il y a eu les sanctions contre, enfin, les non-livraisons de pièces sur un certain nombre de catapultes de nos porte-avions. Donc il y a eu des moments difficiles. Et 6 mois après l'invasion de l'Irak, Jacques Chirac a fait un virage à 180 degrés qui n'a pas été affiché en tant que tel, mais que l'on connaît bien. Et puis finalement, il a préparé le retour dans l'OTAN qui s'est fait par Nicolas Sarkozy. Et puis petit à petit, nous sommes véritablement rentrés dans le rang. Et bien sûr, nous touchons le fond avec Emmanuel Macron, dont on se demande s'il ne défend pas davantage les intérêts des États-Unis que les intérêts de la France. On a en droit de s'interroger quand on a un président de la République qui supprime le corps diplomatique, qui supprime le corps préfectoral, qui considère qu'il n'y a pas de culture française, qui parle de crimes contre l'humanité avec les Algériens pour la guerre, bien sûr, horrible qui a lieu entre 54 et 62, qui envoie, comme ça a été le cas ces derniers jours, notre ministre de la Défense à Dien Bien Phu, honnêtement, et qui aujourd'hui, alors que nous devrions être une puissance médiane, qui ne fasse pas le jeu des États-Unis, est quasiment en train de prendre la tête de l'Union européenne avec l'attitude la plus belliciste à l'égard de Moscou. Donc, sincèrement, où sont les intérêts de la France dans la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Je me le demande. Et plus globalement, n'y a-t-il pas une forme d'otanisation ou d'atlantisation des esprits? Ce qui est assez sidérant, c'est que enfin, toutes ces décisions et cet engrenage qui se met en place peu à peu, cet alignement de la position française, se fait dans une sorte de silence. Nous sommes en pleine campagne électorale. Ce qui est évoqué, c'est un possible engagement de la France dans un conflit armé avec une puissance nucléaire. Et on a l'impression que enfin, ça ne fait même pas la une des journaux. C'est considéré comme quelque chose qui va de soi. Et la moindre voix dissonante, dont la vôtre, et là je voudrais peut-être que vous nous fassiez part de votre propre expérience, c'est-à-dire qu'on a peu à peu le sentiment que l'alignement est obligatoire et que nous sommes tellement déjà américanisés et alignés que rappeler la position traditionnelle de la France est assimilé à une ingérence étrangère. Enfin, tout devient un petit peu dingue dans le... Oui, c'est ça qui est très grave. Alors, il y a deux choses qui sont préoccupantes. La première, c'est la non-réaction à la fois des parlementaires, de la presse, mais ça c'est moins surprenant, mais aussi des militaires, parce que quand on voit le discours belliciste du président de la République et qu'on connaît nos moyens, hein, les faibles moyens dont disposent nos armées, malgré la qualité des femmes et des hommes qui les composent, on devrait se garder d'attitudes bellicistes comme celles que l'on manifeste. Ça c'est problématique. La seconde, c'est qu'effectivement, il y a eu comme une américanisation des esprits qui a commencé d'abord par la gauche. Il suffit de regarder le discours que tient aujourd'hui Raphaël Raphaël Glucksmann. Glucksmann, mais qui est aussi suivi par la droite et par l'extrême droite. Quand on voit le discours du Front National qui, à son tour, se met à raconter depuis quelques mois qu'il y a une menace soviétique une menace russe contre notre sécurité. Bon, je veux bien qu'il y ait du politiquement correct en vue des élections, mais c'est quand même n'importe quoi. Et là aussi, c'est une manière de passer sous les fourches codines qui n'est pas très sérieuse. Vous le souleviez, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est qu'effectivement, alors que nous considérons que nous sommes encore une démocratie, donc État de droit, liberté de parole, il y a une véritable censure et aussi une véritable chasse aux sorcières contre ceux qui ne s'inscrivent pas dans ce narratif. Et ça, c'est effectivement à la fois, je dirais, problématique et risible. C'est risible d'abord parce que c'est du deux poids, deux mesures. On voit aujourd'hui l'Union européenne critiquer la Géorgie pour la loi sur les ingérences étrangères que le gouvernement est en train de mettre en place. Voilà. Alors que nous faisons exactement la même chose chez nous, que les Américains l'ont fait de manière encore plus dure, mais ce qui est valable pour nous n'est pas valable pour les autres. Donc ça, c'est le deux poids, deux mesures que l'on voit depuis le début des années 2000, entre guillemets. Là où c'est beaucoup plus problématique, c'est qu'aujourd'hui, tenir un discours neutre, comme nous le tenons avec mon équipe, c'est quasiment considéré comme de l'intelligence avec l'ennemi, puisque c'est considéré comme prendre une position opposée à celle de la politique française. Donc le débat n'est plus possible, la contradiction non plus. C'est Non mais pathétique. presque le quant à soi d'ailleurs. Même se taire ne suffit pas. On est obligé de prendre la parole dans le sens de ce narratif.
Alors, il y a eu deux très bons exemples. Il y en a un qui est très récent, qui s'est produit hier, où il y a eu un colloque à l'école militaire sur la désinformation et la défense nationale. C'était merveilleux. Tous les intervenants parlaient de nous les Occidentaux, et on a vraiment l'impression que l'occidentalisme est une religion maintenant. Ce sont des sectateurs. Nous considérons que nous détenons la vérité, enfin, la justesse de ce qui doit être dit, mais finalement, comme à la période de l'islam conquérant ou du christianisme conquérant, finalement, on peut mentir, contraindre, violer, piller, torturer, parce que nos valeurs sont bonnes, il faut les imposer. Et c'était assez comique de voir à la fois ces universitaires, ces officiers tenir ce discours qu'on a pu voir hier. Je vais bien sûr me faire quelques ennemis en disant ça. L'autre élément, on l'a vu dans la commission parlementaire contre les ingérences étrangères, où effectivement tous ceux qui ont été invités n'étaient que des gens, je dirais, dont les cerveaux étaient euthanisés, et d'ailleurs qui ne se posent même pas la question des financements américains. Tous ces gens-là, ils sont très nombreux, je ne les citerai pas, mais ont des financements américains, ont fait des séjours dans les universités ou dans les think tanks d'outre-Atlantique, mais ils considèrent que ce n'est pas là une ingérence ou un soutien étranger, c'est l'Occident. Hein. Donc, on ne peut pas mettre en parallèle quelqu'un qui reçoit des financements importants de Washington, comme si c'était une ingérence étrangère, et quelqu'un qui tient un discours qui est différent, parce que tenir un discours différent, c'est là où effectivement on dit quelque chose de faux qui nuit aux intérêts de la France. Donc, c'est assez ubuesque, il faut le reconnaître. Je pense que c'est une période difficile que nous devons passer, mais si elle durait, ça veut dire que nous ne sommes plus une démocratie au sens propre du terme. Oui, et que nous n'avons plus d'existence propre. C'est-à-dire que ce qui est nié, c'est la singularité de la France, de ses intérêts dans le monde. Puisque dès lors qu'on parle simplement de ses intérêts en les coupant de ceux d'une puissance étrangère ou de la façon dont cette puissance étrangère, en l'occurrence les États-Unis, la lise, comme vous l'avez dit, c'est déjà de l'intelligence avec l'ennemi. Mais revenons justement, puisque la France est une puissance et un pays qui a sa singularité et qui a ses intérêts propres, imaginons que c'est une sorte de cauchemar, mais a-t-on les moyens de mettre en œuvre les propositions d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire, vous l'avez parlé tout à l'heure, il faut parler des moyens. C'est-à-dire que non seulement ce positionnement peut sembler scandaleux, mais a-t-on même les moyens de cette mauvaise politique? Que se passerait-il si demain des troupes françaises étaient déployées, par exemple, comme ça a été évoqué, parce qu'il y a une sorte de rétropédalage où on explique que ce ne serait que des instructeurs. Que des instructeurs, d'ailleurs, je ne sais pas si cette façon minorative est appropriée. Mais admettons que l'on déploie des troupes à Odessa, comme ça a été évoqué par Emmanuel Macron. Que pourrait-il se passer? Y a-t-on les moyens de ce déploiement, selon vous? Alors non, nos moyens sont extrêmement limités aujourd'hui parce que nos armées ont été très sollicitées, que les budgets qu'on leur a accordés ne leur ont pas permis de remettre les matériels comment dire, à niveau comme elles le souhaitaient. Malgré tout, nous sommes une des armées les plus efficaces je dirais, de l'Europe. Les Britanniques sont dans une situation encore plus déplorable que nous. Alors je ne parle pas des autres qui n'ont pas fait autant d'efforts que nos deux pays. Qu'est-ce que l'on pourrait faire concrètement? Je pense que dans le meilleur des cas, on pourrait faire l'équivalent de la division d'Aguet que nous avions engagée en 1991 dans le Golfe, c'est-à-dire entre 12 et 15 000 hommes, je dis vraiment grand maximum, avec peut-être un mois et demi de munitions et autant de durée de vivre. Donc tout ça ne changerait de toute façon en rien à la phase du conflit. D'autant que même si nos militaires sont d'une excellente qualité, ils ne sont pas formés pour un conflit de haute intensité comme celui dans lequel ils seraient engagés. Là, ils luttent contre le terrorisme au Sahel, c'est un type de conflit tout à fait différent. Et malgré leur bonne volonté et leur efficacité, il y aurait là un différentiel très marqué avec les Ukrainiens aux côtés desquels ils pourraient se battre et surtout face aux Russes qui sont de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier élément. D'abord, je ne pense pas qu'on en viendra à ça parce qu'on a vu, comme vous le disiez, le rétro-pédalage de Macron qui sert en tout cas, j'espère que l'état-major lui a permis de comprendre l'inanité de son raisonnement et de ses propos. Et donc, on parle maintenant d'engager des conseillers, mais des conseillers de manière importante. Ce ne sont pas a priori quelques dizaines de personnes, mais ça pourrait être peut-être plus d'un millier, et avec bien sûr des Britanniques, des Danois, des Polonais, voire d'autres. Donc on pourrait se retrouver avec peut-être 5 000, 6 000 hommes européens présents sur le territoire russe. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Ben, globalement, à partir du moment où les Russes décideraient de continuer à avancer, je ne sais pas si telle est leur intention, mais je pense qu'ils préviendraient.
parce qu'on voit que depuis ce conflit, que ça nous plaise ou pas, les Russes font preuve de beaucoup de mesures. Les frappes sur les populations civiles et les dommages collatéraux humains sont aujourd'hui très faibles. Je rappelle qu'ils ont fait moins de victimes civiles en 2 ans et demi de guerre que les Israéliens ont fait en quelques mois à Gaza. Et c'est un conflit dans lequel la majeure partie, enfin, la très grande majorité des victimes sont des militaires et non pas des civils, à la différence de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oui, la plupart du temps, c'est Donc, l'inverse. voilà, Oui. tout à fait. Depuis la fin de la guerre froide, c'est l'inverse. On est protégé quand on est militaire dans un conflit et ce sont les civils qui prennent. Mais voilà, non, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et puis, la dissuasion nucléaire ne nous servirait à rien, puisque le combat, s'il devait y avoir lieu, n'aurait pas lieu sur le territoire français. Donc, on n'a que des mauvais coups à prendre et finalement, ça ne pourrait faire que de créer quelques centaines ou quelques milliers de victimes. Alors, je crois qu'il faut être très clair pour les ETR sur ce point. Il ne s'agit pas de refuser de se battre. Si le pays est en danger, si la nation est menacée, il est évident que nous devons nous battre pour nous défendre. Mais ce conflit ne nous concerne en rien. Hein, non seulement ce conflit n'aurait jamais dû avoir lieu, il aurait dû se terminer dès fin avril 2022 quand les Russes et les Ukrainiens négociaient à Ankara et étaient quasiment arrivés à un accord. Aujourd'hui, nous aurions tout intérêt à jouer le rôle d'une puissance médiane, ce que nous ne pouvons plus faire en raison des positions qu'a pris Emmanuel Macron, mais ce n'est pas notre guerre. Les Ukrainiens, le régime ukrainien n'est en rien un régime respectable, il faut le dire. Il a essayé de massacrer les populations du Donbass, il a contribué à son niveau à provoquer cette guerre. C'est un régime dans lequel on voit beaucoup d'éléments néo-nazis, que ça plaise ou pas aux commentateurs français. C'est une, c'est une réalité et Mediapart s'en est encore fait l'écho il y a quelques jours en sortant des images de militaires néo-nazis formés en France. Oui, on est dans un paradoxe. Dans notre pays, on critique l'extrême droite, tort ou à raison, en les accusant d'avoir des noyaux de néo-nazis. Alors, il y a les mauvais néo-nazis d'un côté, mais par contre, ceux qui se battent en Ukraine sont des bons néo-nazis. On marche sur la tête. Alors, revenons à l'Ukraine. Ce qui ne laisse pas d'étonner, c'est que si, revenons à 1990, si l'Europe de l'Ouest s'était réconciliée avec la Russie post-soviétique, si un grand espace de prospérité s'était instauré entre ces deux poumons peu ou prou européens, eh bien l'Ukraine se serait retrouvée totalement au centre de cette ère de prospérité. Enfin, il n'y avait pas de position dans ce nouveau monde plus idéale que la sienne. Enfin, en quelque sorte, Kiev aurait été le lieu idéal enfin, une sorte de nouveau Strasbourg ou d'Aix-la-Chapelle, pour prendre des équivalents. Enfin, en tout cas, ce pays aurait pu être un pont dressé entre deux zones de prospérité. Comment expliquer et quel type d'influence ou de folie nationaliste? Parce que bon, on évoque les néo-nazis, moi je trouve qu'il y a plus une sorte de folie de nationalisme très, très 19e siècle en Ukraine, au-delà du folklore. Hein. Euh, comment expliquer qu'un peuple choisisse des options aussi dingues et suicidaires? Car par ailleurs, la poursuite de cette guerre est un véritable suicide pour ce malheureux pays et pour son peuple. Oui, écoutez, j'entends ce que vous dites, mais je pense qu'on est quand même beaucoup plus proche sur. Il y a bien sûr une tendance nationaliste, mais c'est pas le nationalisme du XIXe siècle avec toute cette ère dans laquelle les peuples aspiraient à leur autonomie et à la liberté. Il y a vraiment une idéologie extrêmement xénophobe derrière. Enfin, derrière le nationalisme 19e débouche quand même sur 14. Hein, donc, C'est vrai, mais là, on est quand même avec des relents d'histoire liés à 39-45 qui sont évidents. Enfin, j'allais dire, le nationalisme du 19e n'était pas aussi sale que ce qu'on voit pour moi en Ukraine. Alors, pourquoi ce pays n'a pas fonctionné? D'abord, ce pays est en situation chaotique dès l'indépendance, depuis l'indépendance. 1991, 52 millions d'habitants. Ce pays est un État failli au sens du terme qu'on utilise pour beaucoup de pays du tiers-monde. Il a perdu 9 millions d'habitants entre 1991 et le début de la guerre, donc en une vingtaine d'années. Nous n'avons aucun autre exemple d'un pays qui n'est pas connu de guerre, en tout cas dans le monde, un pays occidental, j'allais dire, un pays blanc au sens propre du terme, qui ait perdu 9 millions d'habitants dans une période de paix. C'est un pays dont toutes les élites étaient hautement corrompues. Il y en a
que ce qu'on a eu à faire à Timochenko, à Yurchenko, à Yanukovych, à Porochenko, tous ces gens-là ont, comment dire, ont mangé, pour prendre une expression un petit peu triviale, Yanukovych pas plus que les autres. On se souvient des turpitudes, notamment de Timochenko, la soi-disant la Jeanne d'Arc ukrainienne, qui était une canaille de la pire espèce qui se servait dans la caisse des entreprises et de l'État qu'elle était censée servir. Ensuite, il faut rappeler que l'Ukraine était aussi un pays avec, hautement criminogène, avec des mafias très importantes. Et donc, finalement, ce sont aussi des explications qui permettent de comprendre qu'une grande partie de la population a quitté, enfin en tout cas 9 millions d'habitants ont quitté soit pour trouver du travail, soit pour échapper à la criminalité, soit parce qu'ils étaient comment dire, fatigués de cette corruption. Donc ce pays qui géographiquement a quand même d'énormes ressources à la fois minières et agricoles aurait pu effectivement devenir quelque chose, mais même avant la guerre, il portait en lui-même les germes de sa propre c'est de sa propre autodissolution. Et je rappellerai quand même que de tous les pays européens, c'est probablement l'un de ceux qui a le moins d'homogénéité historique. Alors, encore une fois, ça déplaira à tous ces commentateurs pro-OTAN qui ne reconnaissent, qui nient l'histoire, mais la Crimée a toujours été russe. Et si quand elle n'était pas russe, elle était tatar, donc elle n'a rien d'ukrainienne. Le Donbass est peuplé de russophones depuis extrêmement longtemps. Et je rappelle encore une fois que les russophones du Donbass n'ont jamais demandé avant 2022 Oui, le l'indépendance, rattachement, oui. mais l'autonomie, et ils ont juste demandé l'autonomie et le libre usage de leur langue, ce qui ne leur a pas été accordé, là encore une fois, en violation de la Charte des Nations Unies. Donc malheureusement, c'est un pays dont on peut dire que c'est un État failli et qui ne présentait pas, autre que sur le papier, les garanties de pouvoir structurer un État prospère et équilibré et stable. Voilà, puisque depuis 30 ans, c'est un pays quasiment chaotique. Alors pensez-vous qu'on puisse encore, dans cet engrenage dont on franchit chaque semaine de nouveaux crans, retrouver la raison? Y a-t-il d'autres acteurs qui pourraient intercéder pour que les choses s'arrêtent au bord du gouffre, pour nous, pour la paix dans le monde, mais aussi pour l'Ukraine? Y a-t-il des portes de sortie? On évoque les élections américaines qui pourraient rebattre les cartes, mais peut-être y a-t-il d'autres perspectives? Pour l'instant, je ne vois que deux portes de sortie. L'une est, comme vous le disiez, est à échéance, ce sont les élections américaines. Et l'autre, c'est effectivement, mais elle est bien faible, c'est l'attitude, on va dire, contestataire du Premier ministre slovaque qui a failli être assassiné et du chef de l'État, enfin de Viktor Orban en Hongrie, qui tous les deux s'opposent au sein de l'Union européenne à cette évolution un peu folle à laquelle nous sommes en train d'assister. Mais je ne vois nulle part ailleurs en Europe de volonté de calmer le jeu. Sur, sur- Britanniques, oui, Britanniques, Français, Polonais veulent envoyer des éléments. Puis surtout, il y a quelque chose d'assez dramatique, c'est que plus les pays sont petits, plus ils sont bellicistes. On a vu les déclarations du Premier ministre d'Estonie, d'un représentant du gouvernement de Lettonie, je crois, ministre des Affaires étrangères, et du président de la Finlande, dire en substance tous les trois à quelques jours d'intervalle qu'il fallait détruire la Russie. Alors, bien sûr que notamment Lituaniens et Estoniens, comme les Polonais, comme tous ces pays d'Europe de l'Est, ont eu à souffrir de l'occupation soviétique pendant la guerre froide, c'est évident. Qu'il en reste une forme de détestation des Russes, c'est compréhensible. Mais d'abord, chacun de ces pays, notamment les pays baltes, ont entre 20 et 30 de population russe ou russophone chez eux. Et puis surtout, quand on a 1,5 million d'habitants ou 4 millions comme la Finlande, sincèrement, de quel droit dit-on qu'on veut détruire la Russie alors qu'on est soi-même un nain qui n'a même pas la taille d'une région française? Donc tout ça est un petit peu, je dirais, à la fois paradoxal et irresponsable. Le problème, c'est que ces excès-là emmènent l'Union européenne et l'ensemble du continent européen dans une direction qui est très mauvaise, puisqu'ils ont beaucoup plus d'influence que leur taille ne leur permettrait si nous respections un certain nombre de règles de fonctionnement interne. Donc les perspectives sont soit cette course à un conflit armé généralisé, et au mieux une forme de gel type guerre froide, Corée du Nord, Corée du Sud. Il faudra quand même bien, enfin, comme on le sait, c'est une formule frappante, la Russie ne va pas déménager. Et comme Non, vous l'avez non, dit, non. elle ne peut pas perdre cette guerre.
l'Ukraine ne peut pas la garder, la gagner, la Russie ne peut pas la perdre. Il va falloir trouver une forme d'architecture de sécurité, et si elle n'est pas commune, en tout cas de façon de cohabiter dans cet espace commun. Sur quelle base? Alors, il y a une hypothèse, effectivement, qui pour moi n'a aucun sens, c'est penser à une défaite de la Russie, à une contre-offensive ukrainienne, comme on essaie de le faire croire en ce moment, en formant des brigades et en envoyant des conseillers. Ça n'a aucun sens. Les Russes ne reculeront pas. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire un plaidoyer pour Moscou, mais si on analyse leur politique, si on regarde leurs moyens, si on regarde leur volonté, l'Occident a franchi tellement de lignes rouges vis-à-vis d'eux, a bafoué tellement de choses qu'ils sont excédés et ils ne bougeront pas. Et rappelons que c'est quand même la première puissance nucléaire au monde, même si ce n'est pas la première puissance militaire conventionnelle. Donc, dans le meilleur des cas, nous avons affaire soit à un match nul, soit à une victoire russe. Et ça, c'est la chose que les Américains ne veulent pas, parce que ce serait je dirais, la défaite américaine serait beaucoup plus importante que la victoire russe d'une certaine manière. Donc ils essaient par tous les moyens possibles de retarder cette victoire russe. Et d'ailleurs, ça explique aussi beaucoup les tergiversations côté américain, parce que de tous les pays occidentaux, c'est celui qui est le plus hésitant. On avait vu Blinken, je le disais il y a un instant, dire que les Américains étaient opposés à des raids de commando et à des frappes sur le territoire russe. D'ailleurs, la CIA a failli plusieurs fois, les années passées, arrêter son soutien au service de renseignement ukrainien quand il menait des opérations, des raids de commando au territoire russe. Mais finalement, ils ont laissé faire. Euh, Blinken, après, a changé d'avis, mais on voit Joe Biden dire je donne mon accord et quelques heures après mettre de telles conditions à l'utilisation des armes américaines que ça revient quasiment À ne pas à les tellement autoriser. voilà, ne pas les autoriser. On voit après un nouveau représentant de la Maison-Blanche dire mais nous n'avons jamais donné notre accord pour l'utilisation des armes. Alors, ça traduit plusieurs choses. Ça traduit que, d'abord, qu'il y a plusieurs centres de décision aux États-Unis qui s'affrontent. Alors, c'est pas une guerre, mais en tout cas qui sont dans un rapport de force entre eux et avec des configurations qui changent à chaque sujet. Et les acteurs majeurs sont donc la CIA, le Pentagone, le département d'État, et puis l'entourage de la Maison-Blanche avec Sullivan, le Conseil de sécurité. Euh, il y a des néoconservateurs, il y a des gens qui le sont moins, et donc en fonction des sujets, la balance penche d'un côté ou de l'autre, ou parfois il y a des contradictions. Et cette configuration du pouvoir américain est très préoccupante depuis le début du conflit pour les Russes, parce qu'ils disent nous ne savons pas qui décide. Et quand un des acteurs nous donne un accord sur un sujet, comme ça a été le cas à un moment donné, comme William Burns, le patron de la CIA, s'est engagé lors de ses voyages à Moscou à ce qu'il n'y ait pas d'extension du conflit au-delà du territoire ukrainien, eh bien, les Russes finissent par se dire, OK, la CIA nous dit ça, mais est-ce que le Pentagone, le département d'État ou la Maison-Blanche est d'accord? Donc ça introduit un élément instable. Mais ça veut dire aussi une seconde chose, c'est que pour les Américains et pour les néoconservateurs de l'entourage de Biden, ce qu'ils essaient de faire à travers cette poursuite de la guerre, c'est d'empêcher par tous les moyens l'arrivée de Trump au pouvoir. Parce qu'ils savent, d'abord pour des raisons internes de politique américaine, mais aussi parce qu'ils savent avec Trump, on aurait une solution probablement assez rapide du conflit, pas dans une réconciliation avec Moscou, mais en tout cas en mettant les choses à plat et en ouvrant de vraies négociations. Parce qu'aujourd'hui, la seule négociation possible, elle n'est pas entre Poutine et Zelensky. Zelensky, d'ailleurs, n'est plus le président légitime. C'est officiellement le président de la Rada qui doit être le chef de l'État ukrainien. Ce n'est pas entre Poutine et les Européens, Macron, Van der Leyen, qui n'ont aucun crédit aux yeux du Kremlin. C'est uniquement entre Moscou et Washington. Et aujourd'hui, on ne voit personne aux États-Unis qui soit prêt à ouvrir une discussion avec les Russes, alors que les Russes ne cessent de répéter qu'eux sont prêts à ouvrir les négociations. Cela dit, ne peut-on pas ouvrir l'hypothèse que l'appétit russe a cru au fil de cette guerre et des capacités nouvelles qui se sont découvertes? Je m'explique. On a l'impression qu'au départ de leur intervention, qui n'est quand même qu'une opération spéciale, il s'agit on peut imaginer que, d'ailleurs ça s'est vu dans les négociations qui ont échoué à cause malheureusement de l'intervention, semble-t-il, de Boris Johnson, que leurs objectifs de départ, c'était bien évidemment de protéger les régions du Donbass de l'agression dont elles faisaient l'objet de la part du régime de Kiev, d'obtenir une forme de neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire sa non-adhésion
à l'OTAN et bien sûr de sanctuariser la Crimée qui est stratégique et historiquement russe. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas la tentation d'aller plus loin parce que plus la guerre a un coût, plus on souhaite en obtenir des bénéfices. Quid d'Odessa, par exemple? Quels sont aujourd'hui les objectifs russes? N'ont-ils pas évolué? Alors si, vous avez tout à fait raison, les objectifs russes n'ont cessé d'évoluer au cours de ce conflit, mais pour une raison simple, c'est que eux n'avaient pas de stratégie volontaire au début. Autant les Américains avaient une stratégie construite depuis plusieurs années, voilà, et ils ont créé le conflit je dirais, en déclenchant, en permettant aux Ukrainiens de déclencher l'offensive du 17 février sur le Donbass. Les Russes n'ont fait que réagir depuis le début du conflit. Ils ont commencé à amasser leurs forces fin 2021, à partir du milieu de l'année 2021, pour essayer de dissuader Américains et Ukrainiens de mener cette opération dans le Donbass. Et puis, bah, malheureusement, contraints, ils ont décidé de lancer cette opération spéciale qui, finalement, a été, j'ai envie de dire, un semi-échec tactique et une forme de petite victoire stratégique, parce que le blitzkrieg qu'ils ont lancé sur différents axes depuis le centre, le sud et le nord du pays n'a pas fonctionné aussi bien qu'ils le souhaitaient. De toute façon, il est clair qu'ils n'ont jamais voulu envahir ce pays, pas avec 120 ou 130 000 hommes. Ce discours n'avait aucun sens. Ils ont connu beaucoup de difficultés, beaucoup de pertes dans cette opération qui, malgré tout, a réussi, puisque, comme vous le disiez, fin avril 2022, au bout de 6 semaines de campagne, les Ukrainiens étaient prêts à négocier avec des conditions très favorables qu'ils ne retrouveront pas aujourd'hui, puisque les Russes n'étaient pas opposés à leur adhésion à l'Union européenne. Les Russes par contre, voulaient qu'ils n'adhèrent pas à l'OTAN. Ils se contentaient, les Russes, de vouloir à ce que les oblasts du Donbass comment dire, soient reconnus comme indépendants ou rattachés à Moscou. Je ne me souviens plus exactement du terme sur cet aspect des choses. Bon, ça a été refusé. Alors, plus l'Occident se durcit, plus les Russes font évoluer leur but de guerre. Mais c'est ça un Et engrenage. c'est de ça l'engrenage. Mais je dirais, ce ne sont pas les Russes qui font évoluer leur but de guerre et l'Occident réagit. Il faut pas inverser les choses. C'est parce que, à chaque fois qu'ils ont essayé de négocier, on leur a dit non. Et avant le conflit, c'était déjà la même chose. Mais quand en 2022, alors qu'ils étaient à la huitième version du texte de négociation et que Boris Johnson, sur injonction américaine, fait totalement arrêter ces négociations, Moscou se dit, mais on le voit, ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de continuer à se battre? Donc, ils ont aussi durci leur position. Et en plus, ils observent une seconde chose. Alors, je dis ça parce que nous échangeons, nous, aussi bien avec des analystes américains, européens que russes. Nous avons encore cette petite possibilité. Ils ont un mépris total pour les Européens aujourd'hui, qu'ils ne considèrent que comme des vassaux des Américains. Et donc, ils se disent, il faut qu'on construise vraiment quelque chose qui protège notre frontière. Alors, moi, je suis très, très mesuré sur la menace russe, évidemment, d'abord parce que je ne crois pas un instant qu'ils en aient l'intention, et surtout, ils n'en ont pas les moyens. C'est un pays de 140 millions d'habitants, alors peut-être 150 si on intègre les populations du Donbass qui les ont rejoints. Quand on regarde la carte, ils n'ont pas avancé de plus de 200 kilomètres de leur frontière en 2 ans et demi de combat. Hein, j'intègre la Crimée. Donc sincèrement, le discours otanien en disant ils veulent envahir l'Europe de l'Ouest, le discours de Zelensky en disant après nous, ce sera vous, Français, Allemands, Italiens, qui sera envahis, c'est comment dire, c'est une pantalonnade complète, un mensonge et un narratif construit de toutes pièces. Oui, du, Et du même reste, les quand mêmes expliquent qu'ils patinent, qu'ils sont dans la désorganisation la plus totale, que c'est une armée en rayon, des moudjiks, que sais-je. Donc, enfin, et, c'est vraiment un discours de désorientation de la raison. Voilà. et quand on regarde en plus la manière dont l'armée russe progresse depuis quelques mois sur le front, finalement, ils prennent quelques kilomètres carrés à chaque fois. Hein, il n'y a pas eu de percée. Alors, ça veut dire que soit les Russes ne peuvent pas, soit qu'ils ne le veulent pas. Je pense plus sur enfin, il y a probablement un des deux. Les deux aspects se marient. Mais je pense que leur intérêt est d'arrêter le conflit. Et ils ne cessent de le dire. Et à la différence des Occidentaux, malheureusement, quand on observe ce conflit, on remarque que les Russes mentent moins que les Américains et que voilà, leurs déclarations sont souvent suivies des faits. Et donc, leur intérêt, c'est le développement de leur pays aujourd'hui. Et donc, arrêter les morts, arrêter cette guerre, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas en sortant comme une puissance vaincue, évidemment. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on partage de les côtés. Si la France, rêvons un peu.
Ce soir, rêvons si la France était cette puissance indépendante, autonome, conforme à sa tradition, quelles pourraient être les initiatives à prendre et sur quels termes commencer une base de négociation, selon vous, pour entamer une désescalade et éviter le pire. Tout ça pour montrer aux auditeurs que cela pourrait être possible. Ce n'est pas absurde. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, Souhaitons que ce soit la France qui puisse un jour faire cela, mais il suffirait qu'un chef d'État européen, aujourd'hui un peu important, ce que je veux dire, il faudrait que ce soit la France, l'Italie ou l'Allemagne. Je n'espère pas ça des Britanniques et ni des Polonais, bien évidemment. Mais qu'un chef d'État d'un de ces trois pays tape du poing sur la table en disant ça suffit, nous arrêtons les livraisons d'armes à l'Ukraine, nous commençons à parler à Moscou pour trouver une issue à cette situation-là. Déjà, ce serait un tournant majeur. Je pense que le premier qui aurait le courage de le faire serait probablement suivi par un second et par d'autres petits pays qui n'attendent que ça, mais qui n'ont pas le courage ni le poids d'être les premiers à prendre ce genre de décision. Euh, je n'écarte pas non plus, mais ça c'est la vraie question, est-ce que les Américains profiteraient de l'aubaine ou pour essayer de sortir de ce guêpier ou au contraire déclencheraient des sanctions contre cet allié qu'ils considéreraient rétif, c'est la vraie question. Mais en tout cas, si une telle décision était prise, je pense qu'elle aurait un véritable impact qu'elle inverserait totalement le conflit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Il n'y a pas à négocier en tant que Français, c'est-à-dire que nous pourrions nous mettre en position de négocier entre Moscou, les Ukrainiens et les Américains quelque chose pour sortir de cette crise, mais nous n'avons pas à négocier, nous, en tant que Français, stricto sensu, sur un Non, bien conflit sûr. qui nous concerne. Bien sûr. Alors, quelle pourrait être une ligne de partage raisonnable étant donné la situation sur le terrain? Voilà. Quelle est la situation sur le terrain d'ailleurs? Parce que une grande partie de l'ouvrage que vous avez publié avec le CF2R porte sur l'état des forces sur le terrain. Où en est-on aujourd'hui? Parce que un accord de paix, ça ne se fait pas seulement en fonction d'impératifs géopolitiques de haut vol, mais aussi du rapport de force sur le terrain. Et oui, mais le rapport de force sur le terrain et la négociation, elle doit avoir lieu d'abord entre les deux parties concernées, c'est-à-dire les Ukrainiens et les Russes. Ce n'est pas aux Américains ou aux Français de dire à Moscou ou à Kiev les positions qu'ils doivent avoir dans une négociation de cette nature. On peut soutenir un camp ou l'autre en fonction de notre positionnement. On peut être neutre pour. Enfin, je pense que le rôle, c'est de les amener à se parler. Mais encore une fois, la vraie négociation, elle doit avoir lieu entre Washington Oui. et Kiev, parce que Zelensky, il faut le rappeler, n'est qu'un pantin. Cet homme est un construit qui a été propulsé au pouvoir après une émission de télé. C'est un petit peu l'acteur favori de Kolomoïski qui l'a fait presque nommé président de la République. Voilà, donc ce ne sont pas des hommes comme ça qui détiennent le pouvoir en Ukraine. On est vraiment sur une négociation, je dirais, beaucoup plus importante entre Washington et Moscou. Mais pour l'instant, Biden n'a jamais voulu parler à Poutine et d'ailleurs n'a cessé de le traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux qui sont d'ailleurs assez, comment dire, assez pathétiques et indignes d'un chef d'État d'une grande démocratie. Et, euh, et à Kiev, peut-on espérer une forme de révolution de palais? On y a pensé à un moment, on voyait d'autres têtes apparaître, des jeux de pouvoir, une lassitude probablement aussi de la population. On voit qu'un grand nombre d'Ukrainiens essayent de fuir à l'étranger pour ne pas être soumis à la conscription. Euh, Quel est l'état d'une part du moral de la population et la traduction que ça pourra avoir pour l'émergence d'une force alternative dans ce pays? Déjà, il faut dire que les Ukrainiens sont les premières victimes de ce conflit, des deux côtés, que ce soit les Ukrainiens du Donbass ou les Ukrainiens du reste du pays, qu'ils sont instrumentalisés par leur gouvernement pour ceux qui sont dans l'État ukrainien et par les Américains qui ont une très large responsabilité dans ce conflit. Ils se font tuer au combat et comment dire, plus la guerre dure, plus on est en train d'affaiblir cette société ukrainienne et de tuer totalement sa démographie. On observe aussi que les Ukrainiens qui sont partis n'ont aucune envie de rentrer dans leur pays, en tout cas pour un nombre important d'entre eux. Et c'est quand même assez étonnant. Ils refusent d'aller se battre, là aussi pour une partie d'entre eux, pour défendre cette nation à laquelle finalement un certain nombre ne croient pas. Alors, soit parce qu'on a affaire à des individualistes qui sont comment dire, qui cherchent d'abord à défendre leurs intérêts personnels et leur famille et qui ne veulent pas
se retrouver mobilisés, aller se battre au front. Il y a beaucoup des gens qui connaissent très très bien comment fonctionne ce régime ukrainien et qui savent pertinemment quels sont ses défauts. Ils n'ont pas envie de s'engager pour lui. D'ailleurs, on voit les difficultés de recrutement viennent de cela. Euh, il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est de comparer les populations françaises et ukrainiennes pour la France en 1940 et pour l'Ukraine en 2021. On était quasiment à 41-42 millions d'habitants dans les deux cas. En 1940, nous avions mobilisé, je crois, un peu plus de 5 millions d'hommes pour faire face à l'Allemagne. Malheureusement, elle avait plus du double que nous. Et à aucun moment, les Ukrainiens ont été capables de dépasser 700 000 hommes en mobilisant avec les réserves. Donc, ça veut bien donc dire que soit ils ne font pas l'effort, soit la population ne le veut pas. Et d'ailleurs, on le voit qu'ils font des rafles de plus en plus fréquentes pour renforcer leurs effectifs. Ça traduit donc bien cette absence de volonté de défendre un État parce qu'il n'y a pas de valeur commune. Encore une fois, il ne s'agit pas de défendre les Russes, mais cet État n'existe pas. C'est un État failli, à part des minorités ultra-actives, ultra-nationalistes, dont l'idéologie n'est pas celle de l'État ukrainien, mais celle d'un autre modèle. On n'a pas d'adhésion populaire à un mouvement. Alors, il y a eu cela à un moment. Oui. Quand il y a eu l'agression russe, évidemment, parce que ça déclenche quelque chose. Oui, parce que le patriotisme peut naître dans le combat, justement, aussi, quand même. Et juste au bout de 2 ans et demi de guerre, le patriotisme n'est pas né en Ukraine. Très bien. Alors, vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie. Nous recevons Eric Densey, qui dirige le Centre français de recherche sur le renseignement et qui a co-dirigé récemment un ouvrage sur la guerre russo-ukrainienne que nous tentons de décrypter. Sur Radio Courtoisie, nous sommes en direct et nous avons une série de messages, donc nous allons participer à cet échange. Mais avant, je vous propose d'écouter un petit bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors je fais une synthèse des questions qui nous sont adressées. Un certain nombre portent sur l'attitude de Moscou à nos égards, à notre égard, à l'égard de la France. Nous lisons de plus en plus souvent que la main des Russes serait derrière des tentatives de déstabilisation. On l'a évoqué en partie pour les événements en Nouvelle-Calédonie, mais surtout que les Russes seraient responsables de notre reflux en Afrique noire et jusqu'au sabotage de nos Jeux olympiques. Où en est-on de cette ingérence russe qu'on présente à la fois comme massive et fantomatique? Alors, d'abord, c'est une réalité. Il y a une ingérence russe. Pas nécessairement dans tout ce qui nous est dit, mais c'est normal. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que la guerre secrète entre les États et les nations a toujours existé, elle existera toujours. Et puis, d'autre part, dans ce conflit, aux yeux des Russes, nous sommes une puissance qui n'a rien fait pour faire respecter les accords de Minsk et nous soutenons l'Ukraine. Donc, ça veut dire que nous avons appliqué des sanctions à Moscou, nous envoyons des armes et nous finançons le régime ukrainien et nous nous apprêtons à envoyer des hommes. Alors, même si je suis un patriote français et que je dis qu'il faut lutter par tous les moyens contre toutes les ingérences étrangères, y compris celles des Russes, il faut aussi regarder les choses en face. Si nous n'avions pas eu cette politique, je pense que l'hostilité des Russes à notre égard eût été totalement différente. Maintenant, c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup d'attaques informatiques, mais ce que l'on voit circuler dans la presse ces derniers jours, depuis les étoiles de David qui avaient été mises sur les murs, les mains rouges ou les cercueils sous la tour Eiffel, ce sont effectivement des petites tentatives de subversion. Je m'interroge, je ne trouve pas que ce soit du niveau des services russes dont on connaît l'efficacité, qui généralement font des choses un peu plus fines que cela, mais après tout le monde aussi peut tomber bas, mais il n'y a pas d'éléments tangibles pour leur attribuer la responsabilité de ces actes. Je dis bien, c'est peut-être eux. Par contre, ce que l'on sait, c'est que là où il y a une déstabilisation d'une puissance étrangère aujourd'hui, c'est celle de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, depuis que la France est, je veux dire, c'est le seul point de notre politique étrangère, même s'il est maladroit, qui mérite, je dirais, quelques lauriers, c'est le soutien que nous apportons à Erevan, donc à l'Arménie, qui est confrontée à une menace d'invasion, en tout cas à des actions, Plus qu'une menace, hein.
Oui, non, non, elle est confrontée à une menace d'invasion puisque les Azéris ont pris plusieurs villages, mais surtout, c'est au Haut-Karabakh, qui est une province que Staline a rattachée à l'Azerbaïdjan, qui est peuplée depuis des millénaires d'Arméniens, qui a été totalement ethniquement nettoyée par Bakou, et donc plus de 150 000 personnes sont venues se réfugier en Arménie. Donc, c'est une dictature. Le régime d'Ilham Aliyev comment dire, est un État policier qui va jusqu'à faire éliminer ses opposants en France s'il le peut, et d'ailleurs ailleurs dans le monde aussi. Et cet État azéri soutient effectivement par tous les moyens tout ce qui peut nuire à la France, alors en perturbant soit les Jeux Olympiques, soit nos territoires d'outre-mer. Il a créé le groupe de Bakou, et le groupe de Bakou invite régulièrement, et c'est le cas en ce moment, les indépendantistes antillais, calédoniens et polynésiens pour tenir des forums, les finances. Je ne pense pas que ce soit la puissance déstabilisatrice qui nous gêne. C'est un petit pays de 9 millions d'habitants, il ne faut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, il peut être nuisible. Et si on revient à Nouvelle-Calédonie, il y a probablement aussi d'autres intérêts étrangers qui souhaiteraient voir la France partir. Ils peuvent être chinois, mais encore une fois, ils peuvent être américains. Et je crois qu'il faut rappeler aux éditeurs, il y a effectivement une menace russe depuis le début de ce conflit contre nous, parce que nous sommes quasiment co-belligérants, mais n'oublions pas tous les dégâts que nous ont provoqués les Américains depuis de longues années. Si je ne prends l'exemple que des amendes qui ont été imposées aux entreprises françaises au titre des lois anticorruption, nous sommes à plus de 15 milliards de dollars que des entreprises françaises ont payé au Trésor américain, qui rentrent dans le budget de l'État américain. 15 milliards de dollars. Nous avons perdu une partie de nos souverainetés dans le cadre de l'affaire Alstom. On se pose des questions avec l'affaire Atos en ce moment. C'est notre meilleur allié, finalement, nous cause plus de tort sur un plan économique que l'espionnage russe ou l'espionnage chinois. Il ne faut pas l'oublier. Seulement, nous refusons de voir cette réalité. Oui, d'autant que les 15 milliards dont vous parlez ont frappé les rares sociétés qui osent enfreindre les injonctions de Washington. S'il fallait additionner toutes celles qui ont renoncé par avance à conquérir tel ou tel marché, on arriverait certainement à des sommes absolument astronomiques. Puisque nous choisissons l'impuissance pour éviter de subir, nous choisissons souvent l'impuissance pour éviter de subir ces foudres. Vous avez parlé de ces petites opérations de déstabilisation qui effectivement de nature un peu dérisoire visant les Jeux Olympiques ou à attiser la haine entre communautés sur notre territoire. Effectivement, c'est loin d'être massif. En revanche, en termes d'influence, il y a une certaine quand même habilité conceptuelle de la part de Moscou et qui tend quand même à installer une sorte de nouvelle confrontation. Je pense à cette expression, et plus qu'une expression, parce que c'est quand même un petit peu à se qualifier de Sud global. Est-ce que l'installation de ce concept stratégique assez habile n'est pas de nature quand même à nous installer, nous Européens et Russes, dans deux camps distincts, pour de longues années? Malheureusement, oui, mais d'une certaine manière, c'est nous qui avons aussi renforcé ce Sud global. Avec la politique que nous menons depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons littéralement propulsé définitivement, en tout cas pour un long moment, la Russie dans les bras de la Chine. Et d'ailleurs, avec des conséquences assez néfastes pour la sécurité aussi en Extrême-Orient, puisque la Corée du Nord, qui était un État paria, même si elle entretenait des relations à peu près correctes avec ses voisins chinois et russes, aujourd'hui est en train de vraiment bénéficier d'un soutien de ces deux pays, tout simplement parce qu'elle vend des armes à la Russie. Et tout ça a des conséquences pour la Corée du Sud. Et ça, effectivement, ce renforcement du Sud global, nous y avons contribué, mais nous ne l'avons pas créé. Le reste du monde progresse aujourd'hui beaucoup plus vite que nous, et le reste du monde, et notamment les élites, voit à quel point l'Occident fait cette politique de deux poids, deux mesures. Quand ça l'arrange, quand il invoque le droit international. Quand ça ne l'arrange pas, il le transgresse. Donc c'est aussi ça qui a amené tout l'ensemble de ces pays à se solidifier entre eux. Puis il y a un point, oui, c'est votre précédente question. Quid de l'attitude russe en Afrique? Alors effectivement, la politique russe en Afrique, et notamment via les sociétés militaires privées du groupe Wagner, nuit à nos intérêts. Mais je crois aussi qu'il y a une évolution de l'attitude des Africains qui est une conséquence de notre politique. Autant nos militaires ont fait un travail remarquable, que ce soit dans le cadre de l'opération Serval, l'opération Berkane,
dans toutes leurs interventions, parce que ce sont des hommes qui connaissent le terrain et qui savent se comporter. Autant notre politique, essentiellement celle de l'Élysée et du Quai d'Orsay, a été assez erratique et a beaucoup fatigué nos partenaires africains, notamment, malheureusement, encore une fois, la personnalité du président Macron est quand même très très mal perçue. Cette arrogance, ce côté donneur de leçons qui est vraiment, qui ressort des propos et des sentiments qu'ont beaucoup de chefs d'État africains, nuit beaucoup à notre image et nous a fait perdre des marchés, tout simplement parce que nous étions français et qu'Emmanuel Macron avait été parfois maladroit dans ces pays. Alors, je voudrais pas avoir l'air de défendre le président Macron parce que c'est pas du tout mon intention. Toutefois, est-ce qu'on n'assiste pas à l'occasion de cette guerre en Ukraine, c'est l'expression qui sert de titre à cette émission, à une forme de basculement du monde. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui étaient en gestation, qui se préparaient, qui se mettaient en place, soudain, se sont en quelque sorte calcifiés. Et pour le dire autrement, nous avons commencé cette émission avec le regret de voir que la réconciliation possible avec la Russie post-soviétique avait échoué. Est-ce que nous ne sommes pas en train de reproduire par arrogance le même genre de maladresse avec d'autres puissances émergentes dans le monde? Pour le dire autrement, est-ce qu'on n'est pas en train de s'accrocher à des rêves déjà totalement désuets et chimériques de nouvel ordre mondial et de gouvernance mondiale sous direction occidentale, notre intérêt étant plutôt que de s'accrocher à ces rêves chimériques, de prendre acte d'un monde désormais polycentrique, parce que en ne prenant pas acte de ce monde polycentrique et de l'émergence d'états-civilisations, eh bien on les force forcément, parce que nous restons quand même dominants, à jouer ensemble contre nous. En d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas en train d'unir tous les autres par notre attitude contre l'Europe et l'Occident? Absolument, absolument. Et c'est ces dénis de réalité finalement qui nous caractérisent, nous occidentaux, que ce soit sur la guerre en Ukraine, je dirais sur l'évolution du monde, qui est très dommageable. Alors, l'Occident ne va pas disparaître en quelques décennies, parce que nous avons quand même, sur un plan économique, politique, militaire, une puissance qui mettra quelque temps je dirais, à s'essouffler, mais les autres progressent très vite, et tant que nous refusons de comprendre que le monde sera multipolaire, que nous voulons continuer à jouer le rôle de l'acteur dominant et imposer nos règles, effectivement, d'une certaine manière, nous accélérons notre déclin. Hein, et vous avez tout à fait raison en ce sens. Il faudrait que nous parlions de manière beaucoup plus systématique à ces pays, avec parfois un discours peut-être moins paternaliste, comme celui que je reproche au chef de l'État à l'occasion de ses voyages en Afrique. Mais ce qui ne veut pas dire que les autres États du Sud global sont non plus exempts de reproches. Hein. Si on prend par exemple l'attitude russe, les Russes sont en pleine contradiction quant à leur politique sur la Crimée et celle du Haut-Karabakh. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la Crimée est un territoire ancestral russe et que le libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a débouché sur un référendum, mais ils ne reconnaissent pas ce droit aux Arméniens du Haut-Karabakh. La Chine, de son côté, dont on sait qu'elle veut absolument récupérer Taïwan avant 2049 pour le centenaire de la République populaire, se comporte comme un acteur extrêmement arrogant et dangereux autour de l'île de Taïwan, mais aussi en mer de Chine méridionale. Donc, personne n'est exempt totalement de reproches. Mais en tout cas, le monde change et là où je vous rejoins totalement, c'est que je pense que dans nos livres d'histoire, dans quelques années, on verra la guerre froide et puis une période de 30 ans finalement, début des années 90 au début des années 2020, qui a été une période de recomposition. Ce sera peut-être la période du terrorisme et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une nouvelle ère. Alors précisément, vous avez évoqué cette période de la guerre froide qui sert en quelque sorte de souvenir fécond pour décrypter les changements à l'œuvre. Nous allons évoquer cette période de la guerre froide avec Pierre Robin qui va nous livrer sa chronique des heures perdues ou passées. Je ne sais plus, Pierre, comment dites-vous? Les heures sont passées, sinon perdues. Souvent, ce qui est passé est perdu. Mais ça perdure, en tout cas, dans ma connaissance et mon appréciation des situations présentes. Très bien. On envoie le générique de vos heures perdues. Heure perdue, donc, Pierre Robin. Alors, je ne vais pas déroger à cette règle encore jeune de cette émission qui veut que je commente ou que je développe ou que je paraphrase ce qui s'est dit avant moi. Donc, je vais prendre un titre un peu prétentieux. Je vais dire que ça sera la Russie, l'URSS et moi à travers le regard de quelqu'un
qui a commencé à arriver à une conscience politique, esthétique et tout ce que vous voudrez dans les années 60. Alors moi, mon premier rapport avec la Russie, c'est les soldats de plomb. J'avais par legs grands-paternels ou arrière-grands-paternels, je ne sais plus, des Cosaques de la garde, enfin, des Cosaques russes de la période Alexandre III, Nicolas II sans doute, les uns en cafetan bleu-gris, les autres, c'était la garde tsariste, en cafetan écarlate. C'était des figurines CBG Mignot, qui étaient très répandues à l'époque. Ça dira quelque chose peut-être à certains de nos auditeurs. Ensuite, il y a eu un bouquin illustré qui avait été fait dans les années 40 et qui se trouvait dans la famille. C'était un temple de gloire consacré aux invalides. Et parmi les très jolies illustrations de ce livre, il y avait une qui m'avait frappé. On voyait le tsar Pierre le Grand, le réformateur occidentaliste de la Russie, trinquer avec les invalides français dans l'hôtel des Invalides. Ils avaient des chopes de bière, ou non, peut-être plutôt des verres de vin. Enfin, en tout cas, c'était une espèce de très ancienne évocation d'un lien russo-français. Bon, évidemment, Napoléon a pris la relève. Il y a eu ces guerres incessantes et ce fait que les Russes étaient sans doute l'ennemi le plus acharné de Napoléon, en tout cas le plus solide. Il y a cette phrase de Napoléon qui n'est pas du tout méprisante, en tout cas dans sa bouche, il faut tuer le Russe 2 fois. Ça veut dire que l'adversaire était tellement coriace, et il l'avait expérimenté à Eylau, à Friedland, et ne parlons pas de la guerre de Russie avec la retraite afférente, qu'il en avait conçu un certain respect. Bon, et je me suis un peu intéressé ensuite par la guerre de Crimée, qui a laissé quelques souvenirs, notamment Malakoff, dans la banlieue parisienne, et puis il y a eu la guerre de 14, avec cet effondrement, je crois qu'1 500 000 soldats russes sont tombés pour la France, en tout cas indirectement, contre l'Allemagne. Et ça a précédé les tueries de la guerre civile et de la répression communiste, donc on avait une sensation de prodigalité du sang russe qui n'a pas attendu la Deuxième Guerre mondiale. Alors aussi ce folklore, moi quand j'étais petit on m'en parlait, il y en avait sans doute encore, les chauffeurs de taxi parisiens dont certains auraient été princes ou en tout cas privilégiés dans la société tsariste et qui s'étaient reconvertis comme ils avaient pu dans l'exil français. Il y avait le cabaret aussi Raspoutine dans le secteur de l'Étoile qu'on voit notamment dans un film avec Jean Gabin, je crois que c'est le Baron de l'Écluse. Et j'avais aussi des camarades de classe, notamment une très jolie jeune fille qui devait avoir 16, 17, 18 ans dans ma classe à l'époque, qui était très typée russe et qui avait un nom très russe, on va dire Svetovidov, on était vraiment dans le sujet. Alors évidemment, ça c'était tout ce qui pouvait traîner de l'ancienne Russie, et puis il y a eu l'Union soviétique. Alors l'Union soviétique, moi j'ai très vite été un jeune homme de droite, avec d'énormes guillemets, et je fais partie de l'infime minorité de Français qui s'est mobilisée dans des manifestations improbables et parfois violentes contre les visites de Léonid Brejnev, qui était le grand homme de l'Union soviétique dans les années 70, aussi les manifs à la mémoire des soulèvements hongrois de 1956 à Budapest. Donc j'avais une représentation assez simpliste d'empire du mal, si je veux dire, il y avait des lieux comme ça, le siège de l'Aéroflot sur les Champs-Élysées était souvent le sujet d'attaque, ou en tout cas, c'était une espèce de point de cristallisation de l'opposition au communisme soviétique. Et bon, j'ai fait toutes ces manifestations, j'ai fait tout ça, mais je me suis aperçu avec les années, et au fur et à mesure que ce que je voyais de l'Occident me paraissait de plus en plus contestable ou se dégradait, je pensais que j'étais finalement plus hostile aux communistes d'ici ou aux gauchistes d'ici qu'aux soviétiques que je connaissais peu. Avec ces sensibilités de droite, il y avait aussi l'esthétique qui s'en est mêlée. Je trouvais que les paradistes allemandes ou soviétiques avaient de la tenue, on va dire, sans déprécier celle de la France, bien entendu. Et donc, c'est devenu ambigu. J'avais été frappé aussi lorsque Saïgon est tombé, parce que j'ai aussi manifesté contre la chute du Sud-Vietnam en 1975, au moment où Saïgon tombait. Et peu après, il y avait un livre qui était paru, Requiem pour Saïgon, avec de nombreux auteurs de droite qui allaient de leur hommage funèbre au Sud-Vietnam et à Saïgon. Et il y avait soit Dominique Vénère, soit Alain de Benoît, je ne sais plus quel des deux, qui avait dit non, ce qui a gagné là-bas, au Vietnam, c'est le patriotisme, la discipline, et voilà. Et il disait que c'était les Nord-Vietnamiens. Alors on pouvait contester ça, mais c'est vrai qu'il y avait cet élément parce que le Sud-Vietnam était notoirement corrompu, et malheureusement, il était beaucoup moins fort militairement, et peut-être nationalement et politiquement que ses adversaires communistes. Donc, c'était
il y avait ce bémol. Et alors, il y a eu l'esthétique. On a parlé dans une précédente émission du soft power, en dérogeant gravement aux règles de francité de Radio Courtoisie. Il y a eu un soft power soviétique aussi. Alors, j'ai regardé s'il y avait un équivalent. Oui, il paraît qu'ils disent force douce là-bas. Alors, ça s'appelle Myakaya Sila. Je ne garantis pas la prononciation. Et cette imagerie, elle était nourrie par le fait que, d'abord, il y avait la conquête spatiale, Spoutnik, la chienne Leica, et puis Yuri Gagarin qui était monté, qui avait orbité autour de la Terre, c'est parmi le premier, je crois. Et il y avait aussi déjà le cinéma. Alors ça paraît incroyable quand on sait que cette guerre cinématographique culturelle a été gagnée par les États-Unis haut la main et par Hollywood, mais il y a eu, figurez-vous, quand même des succès d'affluence. Je pense notamment à Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1957 et qui a été dans les salles le troisième plus gros succès français en 1958, avec 5 514 915 spectateurs. Mais alors, peut-être qu'il y a une grande partie du Parti communiste qui, à l'époque, faisait 20 à 25% des suffrages exprimés, qui se mobilisaient, qui étaient très organisés. Il y avait l'association France Sur, mais il y avait quand même cette espèce de voie culturelle. Et dans le cinéma, il y avait aussi, quand on est jeune homme de droite, on y est sensible, cette espèce de réussite absolue et de propagande stalinienne accessoirement. Mais Alexandre Nevsky, d'Eisenstein, avec vraiment des scènes à couper le souffle, une musique de Prokofiev qui demeure pour moi une des meilleures musiques de film qui a été faite. Donc, il y avait cette dimension-là qui existait, et moi-même enfant, je l'ai connue parce qu'on parlait de ça, et Dieu sait que ma famille n'était pas communiste, mon père était plutôt gaulliste, etc. Mais il y avait cette présence culturelle, ce prestige soviétique, indépendamment de la Deuxième Guerre mondiale, qui était accordé à ce qu'ils avaient fait dans l'espace. Ils avaient quand même coupé l'herbe sous le pied, ou en tout cas précédé les Américains, qui se sont ensuite bien vengés, ça c'est vrai, qui ont refait leur retard. Parmi ce soft power, et là c'est encore un souvenir familial, il y avait les chœurs de l'armée rouge. Alors l'armée rouge était une armée d'oppression, d'occupation de l'Europe de l'Est, c'est certain, mais ils avaient ces chœurs, et je peux vous dire qu'on en trouvait partout, des best-of de l'armée rouge, des chœurs de l'armée rouge, dans les foyers les plus droitards qu'on puisse connaître. Et moi, je me souviens très bien de l'album qu'avaient mes parents. On voyait des Cosaques, ou plus exactement, je pense, des circassiens qui avaient la papaka, c'est-à-dire l'espèce de toque, un cafetan à cartouchière, puis il y avait un poignard sans garde, comme leur sabre, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle le chachka. Donc, c'était techniquement très réussi, très belle chanson. Alors, ça allait de l'opéra un peu stalinien au traditionnel, Plaine aux ma plaine, les bateliers de la Volga, etc. Je vous propose d'écouter quelque chose qui se trouve entre l'exaltation militariste et le folklore, ou en tout cas, ça s'appelle Le long de la Piterskaya, si on peut nous envoyer ça. Écoutez, vous avez eu un aperçu des capacités vocales et chorales de l'Armée rouge. C'était son visage le plus aimable, parce qu'effectivement, ça ne se résumait pas qu'à ça.
Alors donc, j'ai continué dans la voie du cinéma russe. Je ne suis pas un grand expert, mais je voudrais parler de quelqu'un qui a été important pour moi et pour tous ceux qui s'intéressaient à l'épopée napoléonienne. C'est Sergueï Bondarchuk, un des grands réalisateurs de la période brejnevienne, ou khrouchtchevienne aussi, qui en 1967 a signé, à mon avis, l'adaptation la plus gigantesque, mais en même temps la plus convaincante, la mieux interprétée de Guerre et Paix, en restant assez littéralement fidèle au roman et en bénéficiant de l'engagement à fond de l'État soviétique en figuration, en capitaux. Il y avait 15 000 à 20 000 soldats de l'armée rouge mobilisés pour reconstituer la bataille de Borodino. Je crois qu'on n'a jamais vu ça et on ne reverra jamais ça. Et ce qui est surprenant quand vous regardez ce film, c'est que, par exemple, à la veille de Borodino, on voit la Vierge de Smolensk qui est portée et vers lequel converge toute l'armée russe et du maréchal Kutuzov au plus humble ouvrier, au plus humble soldat, et on voit des scènes avec des cantiques orthodoxes, des soldats qui se signent à la manière orthodoxe. C'est une atmosphère de ferveur, et quand on réfléchit que ça a été financé par le Brejnev et le Parti communiste soviétique, on voit que cette espèce de constante confusion entre soviétisme et nationalisme russe, elle est tout à fait illustrée. En tout cas, c'était bien plus convaincant littérairement et cinématographiquement que la version hollywoodienne avec Audrey Hepburn et je crois que c'est Gregory Peck qui ont tenté qui a l'air d'un feuilleton fauché, quoi, à côté de cette grandeur et de ce souffle purement soviétique, ou purement russe plus exactement. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'évoquais mes manifestations passées, et je me souviens de m'être retrouvé en très petit comité au milieu des années 70 à manifester contre le cinéma soviétique de Paris, qui était rue de Rennes et qui s'appelait le Cosmos. Alors, effectivement, je dois assumer mes contradictions. Et j'ai quand même continué à regarder ça. Évidemment, les films russes n'ont pas la diffusion, encore que maintenant avec Internet, c'est en train de changer. Mais je voudrais attirer aussi, pour conclure cette petit paragraphe cinématographique, sur un film extraordinaire qui est sorti en 2002, L'Arche russe d'Alexandre Sokourov. Techniquement, c'est déjà un exploit, parce que c'est un seul plan séquence de 96 mm, de 96 minutes, pardon, excusez-moi, qui a exigé plusieurs mois de répétition pour régler les interventions d'un millier d'acteurs et figurants. Et ça, c'est le sujet, c'est l'Ermitage, de la grande Catherine à Staline. On voit Nicolas II et on voit le personnage français du diplomate français qui a été un des premiers à écrire sur la Russie, Custine, vers 1840. Donc ça aussi, c'est à mettre au crédit de la cinématographie russe. Alors, puisqu'on est dans l'esthétique, il y a eu une deuxième couche, si je puis dire, la branchitude. Moi, j'ai été branché rock, new wave et tout ce qu'on voudra. Et il y avait déjà des précédents. Il y a tout de suite eu une fascination. Il y avait David Bowie qui avait assisté, venant du Transsibérien au défilé du 1er mai 73 à Moscou. Alors évidemment, on imagine, et il y a des photos qui témoignent de l'ébahissement de l'homo soviéticus moyen en voyant ce type avec les cheveux orange se promener et filmer avec beaucoup d'intérêt les parades des syndicats et des soldats. Il y a eu Kraftwerk qui a donné dans l'imagerie soviétique avec son disque à succès Les Robots, où ils étaient en chemise rouge, cravate noire. Enfin bon, il se servait de l'esthétique de Tatlin Del-Lissitsky, du constructivisme russe, où ils chantaient dans leurs chansons à succès The Robots. Il y avait un vers en russe, Yadvoy Sluga, Yadvoy Robotnik. Alors, donc il y avait vraiment la branchitude, tout le monde s'y mettait. Des groupes comme Human League qui avaient leur premier disque avec on voyait la réception de Yuri Gagarin après son exploit spatial. Taxi Girl se produisait en chemise rouge avec Daniel Dark à la télé française avec un petit macaron Staline sur la poche. Enfin, bon, et même des chanteurs beaucoup plus grand public comme Alain Chamfort et Elton John, ils sont allés de leur évocation de l'URSS. Alors évidemment, c'était un peu à l'eau de rose. Il y avait aussi le fait, et ça c'est un souvenir personnel, que beaucoup de gens, au moment de la New Wave, entre 78 et le début des années 80, se baladaient avec des insignes soviétiques, parce que bon, c'était l'esthétique totalitaire permise, on va dire. Et moi-même, à Berlin-Est, je me suis rendu à Berlin-Est en novembre 80, et on a rencontré là-bas des jeunes, vraiment est-berlinois, professeurs, appartenant plutôt à l'élite culturelle, si on peut dire, ou sociale de la RDA. Et ils étaient épatés parce qu'ils voyaient que j'avais mis un insigne kraftwerkien au profil de Lénine. Et alors, on a été pris à notre jeu ou à notre mode occidental, parce que quand elle nous a raccompagnés à Checkpoint Charlie, où on était obligé de rentrer à partir de minuit, la fille pleurait. Donc là, je me suis trouvé en contradiction une de plus avec mes affaîtries New Wave et la réalité de ce que pouvaient vivre les gens en Allemagne de l'Est, parce que je crois que la jeune fille en question n'aurait pu quitter Berlin-Est qu'à l'âge de 60 ans.
Bon, après, on m'a dit qu'elle a voté pour les anciens communistes. Vous voyez, encore des contradictions. Mais bon, une fois la RDA a battu. Il serait temps peut-être de dire 2-3 mots de l'Ukraine. Je la connaissais encore moins que la Russie. Et pour moi, elle s'est résumée, c'est encore la magie du cinéma, par un film, Taras Bulba, de Jack Lee Thompson, qui est sorti en 1962 et qui est inspiré du roman que Gogol a publié en 1843. Bon, ça a été tourné en Yougoslavie. L'action se passe au XVIIe siècle du côté du Dniepr, un fleuve promis à une redoutable postérité, et qui est alors dominé par les Polonais ou les Polono-Lituaniens de la République des Deux Nations. C'est comme ça que ça s'appelait. Alors c'est amusant parce que dans ce film, les méchants du film, ce sont les Polonais. Il n'est pas question de Russes. Et donc, nos héros, dont l'un est c'est deux fils de Taras Bulba, qui est un personnage imaginaire, qui est interprété par Yul Brynner, qui prête sa calvitie un peu extrême orientale au personnage. Et parmi les fils, Tony Curtis, et tous deux vont étudier à Kiev, chez l'ennemi polonais. Ça sera une histoire d'amour tragique à la Roméo et Juliette, parce que le fils tombe amoureux de la fille d'un Polonais notable. Et le film se termine par une grande bataille où les Cosaques écrasent les Polonais. Bon, en fait, il n'est pas question dans le film de Russes, il n'est pas question d'Ukrainiens, il est question des Cosaques Zaporog. C'est la première vraie nation cosaque. Moi aussi, j'ai entendu parler. Pierre, il vous reste 30 secondes. Oui. Désolé, il vous reste 30 secondes parce que je voudrais également demander à Eric Denessé ses souvenirs de la guerre froide. Et il nous reste 2 minutes en tout. D'accord. Écoutez, oui, les Cosaques, pour moi, c'est le tableau de Répine de 1891, qui est un des tableaux les plus connus de la peinture russe, où on voit les Cosaques Zaporog. Il a rédigé, vers 1675 ou 1678, une lettre insultante au sultan ottoman, qui était leur principal ennemi. Et donc, l'action se passe postérieure à 25 ans à l'époque de Taras Bulba. Un mot de Gogol, qui était né en Ukraine près de Poltava et qui descendait d'une famille cosaque. Et alors, autant quand il était jeune, il s'intéressait à l'Ukraine, voulait en écrire l'histoire, s'efforçait d'en promouvoir la langue. Eh bien, au fur et à mesure qu'il vieillissait, il s'est établi à Saint-Pétersbourg, il est mort à Moscou en 1952, il est mort en nationaliste russe, slavophile, mystique, défendant l'autocratie. Alors, on peut dire, est-ce que ça s'applique au reste de l'Ukraine, qui avait un passé ukrainien, que Gogol avait un passé ukrainien et un présent russe? Bon, je ne conclus pas là-dessus. Ou plutôt si j'y conclus, mais sans donner d'interprétation particulière. Merci beaucoup pour cette magnifique évocation. Il nous reste très peu de temps, donc je passe aussitôt la parole à Eric Denessé pour qu'il nous parle de ses propres souvenirs de la guerre froide, dans lesquels il était, si je me souviens bien, militaire d'active. Comment avez-vous vécu et dans le renseignement, si je ne me trompe pas? Oui, alors d'abord, je ne m'occupais pas de l'Union soviétique. J'étais chargé de suivre le sud-est asiatique à l'époque. Oh, il y avait des communistes là-bas aussi. Oui, bien sûr, c'était les dangers locaux. Mais effectivement, il y avait une véritable phobie, une véritable paranoïa. Et quand vous étiez dans le renseignement à cette époque-là, vous saviez que 10% des personnes à votre étage travaillaient pour Moscou, puisque si la Russie a perdu la guerre froide d'une certaine manière, elle n'a jamais perdu la guerre du renseignement. Les performances des services russes, des services soviétiques, pardon, ont quand même été très, très bonnes. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est plus à la fin de la guerre froide, lorsque nous avons renoué les contacts. Et je me souviens de réunions début des années 2000, alors, qui étaient organisées par Constantin Melnik, l'ancien responsable du renseignement de Michel Debré, du général de Gaulle, qui nous avait permis de rencontrer à la fois des gens du KGB et notamment Igor Prelin, qui est un colonel qui a été l'instructeur de Poutine, et de l'autre côté, je me souviens, c'était Peter Bagley, l'ancien patron de la section anti-soviétique du contre-espionnage de la CIA. Et ces réunions où nous nous trouvions tous les quatre étaient assez phénoménales, puisque on voyait les Russes et les Américains se renvoyer la balle, et finalement on s'apercevait qu'ils n'avaient prêter aux autres des intentions et des actions qu'ils n'avaient pas commises. C'était assez amusant de le voir, et ça nous a permis aussi dans ces années-là de comprendre que finalement le fossé qui nous séparait culturellement, intellectuellement des Russes était beaucoup moins important que celui qui nous séparait de l'Atlantique. Et ça m'avait aussi frappé dans ces années-là, lorsque nous recevions des jeunes officiers américains en France ou à l'OTAN, de voir effectivement les différences culturelles entre la vieille Europe et le continent américain, comparées à la vitesse avec laquelle nous avions pu renouer des échanges avec les Russes. Eh bien, merci beaucoup Eric Denessé, c'est une note d'espoir car cela veut dire qu'au-delà de l'idéologie, la culture perdure et que donc sur le temps long, tout devrait finir par s'arranger et la réconciliation espérée par tous se faire. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et que vous avez co-dirigé un ouvrage intitulé La guerre russo-ukrainienne, réalité et enseignement d'un conflit de haute intensité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous réinviterons. Désolé aux auditeurs dont je n'ai pas lu les messages, mais
le temps presse désormais beaucoup trop. Merci à tous et au mois prochain. Vous venez d'entendre le libre journal des années décisives, dirigé par Christophe Blanc, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 4 juin 2024 de 18h à 19h30, réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.